Quel est le régime conjugal à adopter? On a trois régimes principaux, le concubinage, le pax et le mariage. Pour la plupart, le mariage est le meilleur des régimes conjugaux, l'aboutissement d'un couple. Pour d'autres, le pax est une forme de mariage sans prendre en compte toutes les responsabilités d'un mariage. Alors que le concubinage est vu comme une relation non sérieuse ou une relation non aboutie à 100%. Mais qu'en est-il vraiment de tout ça et qu'est-ce que dit la loi par rapport aux régimes conjugaux? Et quel est le meilleur régime conjugal à choisir par rapport à sa situation? Pourquoi j'associe le régime conjugal et la loi? Tout simplement parce qu'on a un niveau de protection qui va être différent selon le régime qu'on va choisir. Le régime le moins protecteur, ça va être le concubinage. Ensuite, on aura le pax. Et le régime le plus protecteur, ça sera le mariage. Avant de vous donner pas mal d'informations sur les différents types de régimes conjugaux, je vais vous donner quelques idées reçues, quelques idées fausses qu'on a par rapport à ces régimes conjugaux. La première, c'est nous nous aimons d'amour et d'eau fraîche, tout simplement parce que le conjoint n'ose pas s'engager et un bout de papier ne sert à rien pour prouver notre amour. La deuxième idée reçue, c'est de dire que le pax, c'est comme le mariage, mais sans le divorce. Eh bien, c'est totalement faux. On va prendre l'exemple avec un couple qui s'est paxé, mais qui a décidé de ne pas se marier. Ils ont acheté un bien immobilier ensemble. En cas de rupture, le partage des biens peut être complexe et source de conflit parce que les droits ne sont pas les mêmes que ceux d'un divorce. La troisième idée reçue, c'est les couples qui se disent on a un enfant ensemble ou on a un bien ensemble, ça sert à rien de se marier, on s'arrête là. On a déjà un patrimoine commun. Bon, parler d'enfants de patrimoine, c'est un peu spécial, mais on a déjà quelque chose en commun. Pourquoi on va se marier? C'est une idée reçue. Pourquoi? Parce que lors de la séparation, il peut y avoir des procédures judiciaires beaucoup plus longues si on n'est pas marié, parce qu'on n'a pas les mêmes droits, justement. Et donc, pour la garde de l'enfant et puis même pour le partage des biens, ça peut être source de conflit, encore une fois. Et pour les couples qui ne sont pas mariés, la garde d'enfants est vraiment source de conflit. La quatrième idée reçue, c'est lorsque un des deux membres du couple se dit « Bon, j'ai le temps, je vais me marier au dernier moment, juste avant de mourir. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon conjoint survivant sera protégé. » Lorsqu'on est marié, on accorde une protection supplémentaire sur le conjoint. L'exemple concret pour contrer cette idée reçue, c'est est-ce que tu connais le jour de ta mort? Et ça peut avoir des graves conséquences sur la transmission du patrimoine. La cinquième idée reçue rejoint la quatrième idée reçue, c'est je suis engagé moralement, j'ai dit à mon partenaire que je l'aime, j'ai dit à ma partenaire que je suis engagé avec elle, pas besoin d'avoir un engagement juridique. Vous l'aurez compris, l'engagement juridique n'est pas juste un simple bout de papier, ça vous offre de véritables protections. On va les aborder plus tard dans la vidéo. Et encore une fois, l'exemple le plus concret, c'est en cas de décès, le conjoint survivant, si il n'y a pas eu de mariage, il n'a aucun droit sur la succession. Et enfin, la sixième idée reçue, c'est de dire que le contrat de mariage est une marque de défiance. Donc on a pris le temps de se marier, on est d'accord sur les termes. Par contre, séparation de biens, faire un contrat de mariage, un des deux peut se sentir lésé et se dire mais pourquoi il veut faire un contrat de mariage, il m'aime pas ou quoi? Il faut surtout voir le contrat de mariage comme une manière de protéger les deux époux et de clarifier les choses. Le but est vraiment d'éviter tous les conflits et tous les litiges parce que tout est déjà clair et anticipé lors de la séparation. On a déjà fait le contrat de mariage. La plupart de ces idées reçues concernent principalement la rupture, le divorce, sauf que il faut pas voir le mariage directement par la fin. Et si ça se termine? Et si jamais ça se passe pas bien? Non, je suis d'accord avec ça, mais bon, les idées reçues, elles sont là pour démontrer que la principale peur des personnes lorsqu'elles veulent s'engager, c'est vraiment en cas de rupture, qu'est-ce qui va se passer? Le mariage reste quand même l'un des symboles les plus romantiques et spirituels, donc il ne faudrait pas l'envisager comme étant un symbole plutôt technique et choisir le mariage juste pour des raisons fiscales. On va parler maintenant des différents régimes civils. Dans le cadre du concubinage, les concubins n'ont choisi aucun régime spécifique. Donc, par défaut, vont subir ce que la loi leur réserve. Et ça reste rare, mais certains concubins conviennent d'une convention de concubinage pour officialiser leur concubinage. Du côté du pacte et du mariage, on a la loi qui contient des dispositions impératives, donc les époux sont obligés de le faire, et des dispositions supplétives auxquelles les parties peuvent y déroger. L'intérêt justement du notaire derrière le mariage est de recevoir un contrat de mariage pour choisir un autre régime que celui par défaut la communauté réduite aux acquêts. Alors que pour les partenaires de Pacs, le régime est dans le contrat de Pacs, donc la séparation de biens. L'intérêt est alors de choisir quel est le régime qui est le plus adapté par rapport à votre situation et vos besoins. Un petit point pour parler du bail d'habitation. Est-ce que vous savez que si le bail a été conclu au nom d'un seul des concubins, l'autre concubin peut quand même avoir des droits pour y rester dans le logement si jamais il y a une séparation ou si jamais il y a un décès. Cela veut dire qu'après un an de concubinage, le concubin non titulaire du bail peut revendiquer le droit de conserver le logement. Pour les concubins qui vivent ensemble depuis plus d'un an, cette protection leur permet de ne pas être expulsés si jamais il y a une séparation pour pas qu'ils ne finissent à la rue. Tout simplement parce que le bail serait au nom de l'autre.
L'impôt sur le revenu dépend du foyer fiscal. Lorsqu'on est en concubinage, on n'a pas une déclaration commune, c'est-à-dire que chacun va payer ses impôts. Les concubins échappent à la déclaration commune, mais ce n'est pas souvent si avantageux. Et si jamais on est marié et qu'on a choisi la mauvaise option, on est parti sur un régime communauté réduite aux acquets et on souhaite passer sur l'option de la séparation de biens, eh ben c'est tout à fait possible. Chaque choix n'est pas irréversible et donc à tout moment, on peut revoir les termes de son contrat. Puis même si on ne souhaite pas changer forcément de régime et qu'on souhaite garder le même régime mais ajouter des clauses spécifiques par rapport à votre situation et vos besoins, eh ben c'est tout à fait possible. Pour conclure, le mariage reste la meilleure protection du conjoint. Le mariage a été créé pour ça, pour protéger son conjoint. Que ce soit de manière fiscale, de manière légale, de manière juridique, de manière civile, le mariage est la meilleure forme de protection du conjoint. Le mariage a été conçu il y a plusieurs siècles précisément pour ces raisons. Et petit point bonus pour ceux qui se sont mariés, qui souhaitent vraiment optimiser au mieux leur mariage, optimiser au mieux leurs options. Donc moi, je le rappelle, je suis conseiller en investissement financier, donc j'accompagne au quotidien des couples, des personnes célibataires par rapport à leurs projets sur la gestion et la création, le développement de leur patrimoine. Et donc je vais donner un petit point bonus si jamais vous êtes marié et vous souhaitez vous marier pour avoir le meilleur patrimoine commun ensemble. Le premier point bonus, c'est rédiger un testament. Même en étant marié, le testament va vous permettre vraiment de bien répartir les biens, de bien répartir le patrimoine par rapport à vos besoins. Le deuxième point bonus, ça va être une assurance vie qui protège beaucoup le conjoint et à deux, vous pouvez vraiment rentabiliser à fond tous les effets d'une assurance vie en couple. Et le troisième point bonus, ça va être la société civile. Pas forcément la SCI, Société Civile Immobilière, que beaucoup de personnes connaissent, mais juste la simple société civile. Quand on est marié ou en couple ou même juste en simple concubinage, l'une de ces trois options peut être incroyable, surtout si vous souhaitez protéger votre conjoint. Je vous conseille de vous pencher sur l'une de ces trois options. Si jamais vous voulez plus de renseignements sur l'une de ces trois options, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous invite à les visionner. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime et puis n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres astuces, d'autres informations comme celle-ci sur la gestion et la création de votre patrimoine. Pour tous ceux et celles qui ont des questions spécifiques ou alors qui souhaitent prendre un rendez-vous gratuitement avec moi, mon lien Calendly est dans la description.